Le célèbre biologiste Robert Lanza estime que le monde que chacun de nous voit autour de lui est créé par notre esprit. Plus précisément, tout ce monde inanimé ne devient réel que grâce à notre attention. L'univers entier autour de nous n'existe que grâce à la conscience, humaine, animale ou même celle d'un insecte. En d'autres termes, l'univers existe grâce à la vie. L'auteur de cette théorie est le scientifique américain, médecin et biologiste Robert Lanza. Sa théorie mérite une analyse approfondie. Je vous informe que toutes les blagues plates de cette vidéo sont également créées par votre imagination. Ni moi, ni le chat Martin, n'y sommes pour rien. Encore une fois, Robert Lanza, né en 1956 à Boston, diplômé de l'Université de Pennsylvanie, il s'est consacré à la médecine et à la biologie. Il a étudié la génétique et s'est occupé du clonage d'animaux. Il a également développé une théorie qu'il a exposée dans l'article « Une nouvelle théorie de l'univers » paru en 2007. Vous trouverez le lien vers l'article original et d'autres sources dans la description de la vidéo. Voici un aperçu de l'article. Les citations de l'article seront lues par une voix féminine générée par un réseau neuronal. J'ai proposé au chat Martin de les lire, mais le cachet de 2 tonnes de saucisses est absolument hors de ma portée. Ainsi, Lanza commence par décrire sa rencontre avec une luciole. L'auteur décrit sa prise de conscience que lui et la luciole sont des êtres également vivants dans l'univers. Les lois de la physique et de la chimie peuvent expliquer la biologie des systèmes vivants, et je peux détailler les bases chimiques et l'organisation cellulaire des cellules animales. Oxydation, métabolisme biophysique, tous les motifs de glucides et d'acides aminés. Mais dans ce petit insecte brillant, il y avait plus que la somme de ses fonctions biochimiques. Une compréhension complète de la vie ne peut être atteinte en examinant les cellules et les molécules au microscope. Ensuite, l'auteur parle de son chemin vers le développement du biocentrisme. C'est ainsi que Lanza a nommé sa théorie. Notre science ne reconnaît pas ces propriétés particulières de la vie qui la rendent fondamentale pour la réalité matérielle. Cette vision du monde, le biocentrisme, tourne autour de la façon dont l'expérience subjective, que nous appelons conscience, est liée au processus physique. C'est un grand mystère que j'ai exploré toute ma vie. Robert Lanza est lauréat de nombreux prix en biologie. Il a étudié les cellules souches, la génétique et le clonage des organismes vivants. Son autorité dans le domaine de la biologie est donc incontestable. En outre, en 2014, Robert Lanza a été classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time. Mais revenons à l'article. L'auteur appelle à une révolution dans notre compréhension de la science et du monde, soulignant la tromperie de la croyance en une réalité objective et empirique. Il critique les réalisations scientifiques modernes qui ne peuvent pas fournir une compréhension complète de la nature et de la réalité, et affirme que nous avons besoin de nouvelles approches pour atteindre cet objectif. À ce moment-là, mon chat Martin s'est ému et d'excitation a commencé à avaler sa salive rapidement. Je déteste quand il fait ça. J'ai une forte prémonition que le chat va me cracher dessus. Ensuite, l'auteur note que la physique moderne s'est éloignée de l'objectif de la science, remettre constamment en question toutes les choses. Au lieu de cela, la physique crée de nouvelles entités hypothétiques qui ne peuvent pas toujours être observées. Nous n'avons pas réussi à protéger la science des extensions spéculatives de la nature, continuant à attribuer des propriétés physiques et mathématiques à des entités hypothétiques qui dépassent les limites de ce qui est observable dans la nature. L'éther du XIXe siècle, l'espace-temps d'Einstein et la théorie des cordes des dernières décennies, qui affirment de nouvelles dimensions apparaissant dans différents domaines, non seulement dans les cordes, mais aussi dans les bulles scintillantes à travers l'univers. Tous sont des exemples de telles spéculations. L'auteur souligne également que les physiciens qui tentent d'expliquer l'origine de tout, avec des théories unifiées, s'éloignent du mystère central de la connaissance. Les lois du monde semblent créées pour produire un observateur, et cet observateur, à son tour, crée en grande partie la réalité. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Lanza.
Connaissant la complexité des organismes biologiques, il devrait comprendre que la complexité de l'univers est peu susceptible d'être plus simple. Et il ne vaut pas la peine de rejeter d'autres théories physiques au nom de son idée, même si elles décrivent maladroitement les processus environnants. La science moderne ne peut pas expliquer pourquoi les lois de la physique sont précisément équilibrées pour l'existence de la vie animale. Par exemple, si le Big Bang avait été d'un milliardième de puissance en plus, il se serait étendu trop rapidement pour que les galaxies se forment et que la vie commence. Si la force nucléaire forte avait diminué de 2%, les noyaux atomiques ne tiendraient pas ensemble. L'hydrogène serait le seul atome dans l'univers. Si la force gravitationnelle avait diminué, les étoiles, y compris le Soleil, ne se seraient pas allumées. Ce ne sont que 3 des plus de 200 paramètres physiques dans le système solaire et l'univers qui sont si précis qu'ils ne peuvent pas être accidentels. En fait, l'absence d'explication scientifique a permis d'utiliser ces faits comme argument en faveur d'un dessin intelligent. C'est aussi un argument étrange. Comment sommes-nous arrivés ici, où c'est un endroit si parfait? C'est comme acheter une baignoire et la jeter au 3e étage en attendant qu'un appartement apparaisse là-bas. Peut-être que nous sommes apparus dans un univers parfait parce qu'il était parfait pour nous. Et dans d'autres, qui ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas. Sans perception, il n'y a effectivement pas de réalité. Rien n'existe si vous, moi ou une créature vivante ne le perçoit, et la façon dont cela est perçu influence en outre cette réalité. Même le temps lui-même n'est pas exclu du biocentrisme. Notre sentiment de mouvement du temps vers l'avant est en réalité le résultat d'une quantité infinie de décisions qui semble seulement être un chemin fluide et continu. Je suis d'accord avec cela car notre réalité est nos capteurs. Et sans ces capteurs, notre monde n'existe pas. Par exemple, après s'être réveillé d'un rêve intense, il est parfois difficile de s'en débarrasser, et il n'existait que dans notre tête. Revenons à la découverte que nous sommes des animaux pensants, et que le monde matériel est une base insaisissable pour notre activité consciente, qui détermine et redéfinit constamment le réel. Nous devons devenir sceptiques quant aux réalités solides de nos concepts, les plus chéris de l'espace et du temps, et même de l'idée même de la réalité extérieure, pour reconnaître que c'est l'activité même de la conscience, née de nos entités biologiques, qui en un sens crée le monde. Le fait que les humains soient réellement des animaux n'est pas seulement d'accord avec moi, mais aussi avec mon chat Martin. C'est ce qu'il dit quand je suis en retard pour lui donner à manger. Le chat a faim, créature. L'auteur appelle ensuite à prêter attention au rôle de la conscience dans la création de la réalité, soulignant que la conscience ne peut exister sans une créature vivante. Pour comprendre le monde, nous devons nous tourner vers la biologie, qui peut fournir des réponses aux questions fondamentales sur la nature de la réalité. Je le décrirai plus brièvement. Peut-être que la réalité existe en dehors de la conscience, mais qui en aurait besoin là-bas? Or, il semble que j'ai inventé un excellent épigraphe pour l'article. La conscience ne peut exister sans une créature vivante, biologique, qui incarne ses forces créatives réceptives. Nous devons donc nous tourner vers la logique de la vie, vers la biologie, si nous voulons comprendre le monde qui nous entoure. Plus tard, Robert rappelle que le temps et l'espace ne sont pas des objets matériels que l'on peut toucher. Ce sont des concepts abstraits, des interprétations de notre esprit qui transforment les sensations en objets multidimensionnels. Il souligne que notre existence à la limite du temps n'est qu'une illusion, et que le temps, tel que nous le percevons, est un aspect de notre conscience. L'auteur discute également des concepts classiques du temps, comme la flèche du temps qui va du passé vers l'avenir. Il propose une vision alternative, comparant la réalité à un enregistrement sonore où tous les moments existent simultanément, mais nous les vivons successivement. Cela mène à la conclusion que la réalité et le temps ne sont pas absolus, mais dépendent de notre perception. Mais imaginez, au lieu de cela, que la réalité soit semblable à un enregistrement sonore. Écouter un vieux gramophone ne change pas l'enregistrement lui-même, et selon l'endroit où se trouve l'aiguille, vous entendez un certain extrait de musique. C'est ce que nous appelons le présent. La musique avant et après la chanson que vous entendez, c'est ce que nous appelons le passé et le futur. Imaginez que chaque moment et chaque jour existent toujours dans la nature. L'enregistrement ne disparaît pas. Tous les maintenant, toutes les chansons de l'enregistrement
existent simultanément bien que nous puissions vivre le monde ou l'enregistrement seulement par partie. Cela ressemble un peu à l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, dans laquelle absolument toutes les variantes d'événements existent dans le monde. Et comme le temps n'existe pas sans espace, on peut dire que toutes les variantes existent également dans le temps. Pourquoi pas? Ainsi, l'auteur appelle à repenser nos conceptions du temps et de l'espace, les considérant comme des produits de notre conscience et de notre nature biologique, et non comme des réalités absolues. Pour expliquer pourquoi l'espace et le temps étaient relatifs à l'observateur, Einstein a attribué des propriétés mathématiques complexes à une entité invisible et immatérielle, impossible à voir ou à toucher. Cette erreur se poursuit avec l'avènement de la mécanique quantique. Malgré le rôle central de l'observateur dans cette théorie, l'étendant de l'espace et du temps aux propriétés mêmes de la matière, les scientifiques rejettent toujours l'observateur comme une gêne pour leur théorie. Il a été expérimentalement prouvé que lors de l'étude des particules subatomiques, l'observateur modifie et détermine effectivement ce qui est perçu. En réalité, dans les théories physiques, personne ne parle spécifiquement de l'observateur. Il s'agit de la relation de cause à effet. Autrement dit, en gros, si la lumière frappe un objet en mouvement et ensuite atteint un détecteur, ces objets sont combinés en un seul système, dans lequel la position de l'objet dans l'espace est déjà déterminée, et sa superposition s'effondre. Bien sûr, un observateur peut aussi être un tel détecteur. Ensuite, Lanza décrit plusieurs expériences intéressantes. La science lutte contre les conséquences du dualisme onde-particule depuis sa découverte dans la première moitié du XXe siècle. Mais peu de gens acceptent ce principe à sa juste valeur. L'interprétation de Copenhague, introduite par Heisenberg, Niels Bohr et Born dans les années 1920, visait précisément cela. Mais c'était un changement de paradigme trop perturbant pour être pleinement accepté. À l'heure actuelle, les conséquences de ces expériences sont commodément ignorées, limitant le concept de comportement quantique au monde microscopique. Mais il n'y a aucune raison de le faire, et cela est remis en question dans les laboratoires du monde entier. De nouvelles expériences, menées avec de grandes molécules appelées fullerènes, montrent que la réalité quantique s'étend également au monde macroscopique. Les expériences montrent clairement qu'un autre phénomène quantique étrange, connu sous le nom d'intrication, généralement associé au micromonde, est également pertinent à des niveaux macroscopiques. Une expérience fascinante récemment proposée, la superposition évolutive, fournira les preuves les plus solides que la vision biocentrique du monde est correcte au niveau des organismes vivants. Permettez-moi d'expliquer plus en détail. Dans l'interprétation de Copenhague, il était dit que lorsqu'un atome, un photon ou un électron vole de son propre chef sans qu'on ne l'interfère, il se comporte comme une onde. Mais lorsqu'un observateur curieux le regarde fixement, il commence à se comporter comme une particule. De plus, il était souligné que cela ne fonctionnait qu'au niveau élémentaire, dans le micromonde, avec les électrons et les photons. Alors, n'ayez pas peur de fixer les vagues autant que vous le souhaitez. Aucun surfeur sauvage ne viendra vous déranger. Mais certains chercheurs ont quand même décidé de vérifier si c'était vraiment le cas. Et en 1999, ils ont tenté de réaliser une expérience à double fente avec de grandes molécules, les fullerènes. Les fullerènes sont des molécules constituées de 60 atomes de carbone, ressemblant à un ballon de football. Ils les ont tirées vers un écran, et elles se manifestaient également dans notre monde comme des particules élémentaires au moment de l'observation. La prochaine vidéo portera sur l'expérience à double fente, car je dois constamment la mentionner, et les spectateurs qui ne sont pas au courant peuvent penser « Mais de quoi parle-t-il » Ensuite, Lanza parle de l'expérience avec des particules macroscopiques intriquées. Une telle expérience a en effet été réalisée avec succès, mais après l'article de Lanza. Et la troisième expérience, où l'auteur espérait amener des organismes vivants à la superposition, n'a pas encore été réalisée par personne. Donc, nous attendons. L'auteur suggère également que les résultats de l'interprétation de Copenhague pourraient conduire un chercheur au solipsisme. Le solipsisme est la croyance que seule la conscience individuelle est réelle. Je pense que pour toute créature qui se sent à l'intérieur de sa tête et regarde le monde avec des sphères vitreuses intégrées dans son crâne, aucune interprétation de Copenhague n'est nécessaire pour commencer à croire au solipsisme.
Comme nous l'avons vu, le monde semble être conçu pour la vie non seulement au niveau microscopique de l'atome, mais aussi au niveau de l'univers lui-même. En cosmologie, les scientifiques ont découvert que l'univers a une longue liste de caractéristiques qui le rendent tel que tout ce qu'il contient, des atomes aux étoiles, semble avoir été créé spécifiquement pour nous. Beaucoup appellent cela le principe de boucle d'or, car le cosmos n'est ni trop chaud ni trop froid, mais juste ce qu'il faut pour la vie. D'autres appellent cela le principe anthropique, car l'univers semble centré sur l'homme, et d'autres encore appellent cela le dessein intelligent, car ils pensent que ce n'est pas une coïncidence que le ciel soit si parfaitement adapté pour nous. Quoi qu'on l'appelle, la découverte suscite beaucoup d'agitation dans la communauté astrophysique et au-delà. Bien que Lanza se répète, je vais expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Le principe de boucle d'or stipule que les conditions dans l'univers ne sont ni trop chaudes, ni trop froides, mais juste ce qu'il faut pour soutenir la vie. Cela signifie que les constantes et les conditions physiques de l'univers sont réglées de manière si parfaite qu'elles permettent l'existence de structures complexes telles que les étoiles, les planètes et finalement la vie. Si la constante gravitationnelle était légèrement plus grande ou plus petite, les étoiles ne pourraient pas se former ou brûler de manière stable, ce qui rendrait la vie impossible. De plus, la Terre elle-même se trouve dans une zone appelée zone habitable, où la température permet l'existence d'eau liquide, qui est une condition clé pour la vie telle que nous la connaissons. Le principe anthropique stipule que l'univers a précisément les propriétés qui permettent l'existence d'observateurs, c'est-à-dire nous. Cela ne signifie pas nécessairement que l'univers a été créé spécifiquement pour nous, mais que seulement dans un tel univers, nous pourrions exister et poser ces questions. Les valeurs des constantes physiques fondamentales, telles que la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante gravitationnelle, ont précisément les valeurs qui permettent la formation d'éléments chimiques et de molécules complexes. Si la force du Big Bang avait été légèrement plus grande ou plus petite, l'univers se serait soit étendu trop rapidement pour que des galaxies se forment, soit se serait rapidement effondré à nouveau. Ainsi, il semble que nous vivons dans un monde réglé pour nous. Si l'une des constantes mentionnées ci-dessus déviait même un peu, notre univers ne serait pas stable, et bien sûr ne serait pas adapté à la vie. D'où les théories du dessein intelligent. La conception intelligente suggère qu'un univers aussi complexe et précisément réglé ne pourrait pas être le fruit du hasard, mais est le résultat du dessein d'un créateur ou d'un concepteur intelligent. Les partisans de cette idée pensent que les processus aléatoires ne pourraient pas créer des conditions aussi harmonieuses pour la vie. Observant des réflexions similaires, je suis généralement étonné de voir à quel point le besoin de se mettre au centre de l'existence est profondément enraciné chez les gens. Ils pensent que l'univers a été réglé pour qu'ils puissent confortablement siroter des huîtres avec des crevettes. Et l'idée que nous sommes apparus simplement parce que cette variante de l'univers était adaptée à l'apparition de la vie et donc à nous ne leur vient pas à l'esprit. Non, j'aime aussi le monde avec la lumière du soleil, la bière et le chat Martin, mais considérer que c'est la création d'une super intelligence uniquement pour le soleil, la bière et Martin, c'est un peu douteux. Bien que, en ce qui concerne le chat Martin, je ne suis pas sûr. Peut-être que sa conviction sacrée que le monde a été créé pour lui est vraie. À l'heure actuelle, la seule explication qui tente de l'expliquer est que Dieu a créé l'univers. Mais il y a une autre explication, basée sur la science. Pour comprendre ce mystère, nous devons revoir le monde quotidien dans lequel nous vivons. Aussi incroyable que cela puisse nous sembler, la logique de la physique quantique est inévitable. Chaque matin, nous ouvrons la porte pour prendre le journal ou aller travailler. Nous voyons la pluie, la neige ou les arbres qui se balancent dans le vent. Nous pensons que le monde continue d'exister, que nous ouvrions la porte ou non. La mécanique quantique nous dit que c'est pas le cas. Les arbres et la neige disparaissent lorsque nous dormons. La cuisine disparaît lorsque nous sommes dans la salle de bain. Lorsque vous passez d'une pièce à l'autre, lorsque vos sens animaux ne perçoivent plus les sons du lave-vaisselle, le tic-tac de l'horloge, l'odeur du poulet qui grille, la cuisine et toutes ses parties apparemment distinctes se dissolvent dans le néant ou dans des ondes de probabilité. L'univers émerge de la vie, et non l'inverse, comme on nous l'a enseigné.
Pour chaque vie, il y a son propre univers unique. Nous générons des sphères de réalité, des bulles d'existence distinctes. Notre planète est composée de milliards de sphères de réalité, créées par chaque personne et peut-être même par chaque animal. C'est ainsi que pense Robert Lanza. Ce que nous interprétons comme le monde est créé dans notre tête. Les informations sensorielles n'affectent pas le cerveau comme des particules de lumière frappent le film dans une caméra. Les images que vous voyez sont une construction du cerveau. Tout ce que vous ressentez maintenant est activement créé dans votre conscience. Imaginez que vous entrez dans le métro, les sièges en plastique dur, les graffitis, les restes sombres de chewing-gum collés au sol. Toutes les choses physiques, les tourniquets du métro, les quais des trains, les kiosques à journaux, les sons et les odeurs, toutes ces sensations sont ressenties dans votre tête. Tout ce que nous observons est basé sur l'interaction directe de l'énergie avec nos organes sensoriels, qu'il s'agisse de matière ou de particules de lumière. Tout ce que nous n'observons pas directement n'existe que comme potentiel, ou, mathématiquement parlant, comme un brouillard de probabilité. Eh bien, ce n'est pas la pire théorie. Elle dégage un certain romantisme. Lanza voulait tellement simplifier la vision physique du monde et les incohérences qui en découlent, mais il en a engendré beaucoup d'autres. Par exemple, je me demande comment l'auteur explique la synchronisation étrange des bulles de conscience qui se croisent et voient le même monde. Et pourquoi est-il le même? Mais ce sont des détails. Et qu'en est-il des critiques des théories de Lanza? Bien sûr, de nombreux physiciens ont critiqué la théorie, à laquelle il a répondu avec humour. Leur réaction est à peu près ce que vous attendez si des prêtres réagissaient à la recherche sur les cellules souches. Il est intéressant de noter que malgré les critiques négatives des physiciens, il y a eu des réactions positives. Par exemple, ce que Lanza dit dans ce livre n'est pas nouveau, a déclaré Richard Cohn Henry, professeur de physique et d'astronomie à l'université Johns Hopkins, dans une critique du livre. Alors pourquoi Robert doit-il le dire? C'est parce que nous, les physiciens, ne le disons pas, et si nous le faisons, nous le murmurons seulement, seuls, en rougissant furieusement en prononçant ces mots. Vrai, oui, correct pour un physicien. Non, nous n'avons examiné que l'article de Robert Lanza. Plus tard, avec d'autres auteurs, il a publié plusieurs livres sur le biocentrisme. Consultez la description sous la vidéo. J'essaierai de trouver des liens vers ces livres et d'autres sur des sujets connexes. J'espère que dans les livres, les auteurs ont déjà corrigé les défauts flagrants de leur théorie. La théorie elle-même a le droit d'exister, comme toute autre théorie. Notre nature ne permet pas, et probablement ne permettra jamais de connaître la vérité absolue. Nous sommes simplement une conscience qui semble vivre. Comment elle vit et où elle vit, inconnu. Peut-être que nous sommes tous dans une larme d'un dieu, assis pensivement au bord d'un lac forestier paisible, ou peut-être que nous ne sommes que le rêve du chat Martin, qui ne m'a pas craché dessus pendant toute la vidéo, ce dont je le remercie énormément.